Bonjour et bienvenue à cette émission de Conseil en bref. Mon nom est France Bergeron et j'aurai le plaisir de vous présenter un résumé de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire du 3 septembre dernier. Suite à l'adoption du projet d'ordre du jour de la séance extraordinaire, M. le maire Guertin présente le programme triennal d'immobilisation de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour les années 2025, 2026, 2027. Le programme triennal d'immobilisation, qu'on appelle communément dans notre jargon le PTI, en fait, c'est un outil pour planifier les investissements en fonction de notre planification stratégique puis des priorités du conseil et de l'administration, mais aussi en fonction des disponibilités financières. C'est une intention, en fait, ce soir, l'adoption confirme une intention du conseil quant au projet qu'il souhaite réaliser, mais elle ne représente pas une garantie de réalisation puisque chaque projet individuellement devra faire l'objet d'une décision, éventuellement d'une résolution de la part du conseil. Et je dois rappeler que le PTI, en fait, est conditionnel à certains éléments, notamment l'obtention de subventions pour la réalisation de certains projets, la tenue de registre de personnes habilitées à voter lorsque ceux-ci nécessitent notamment des règlements d'emprunt et l'approbation gouvernementale de certains projets qui sont assujettis. Donc, nos orientations dans le cadre de cet exercice de planification-là, en fait, c'est d'assurer la pérennité de nos actifs. C'est vraiment une priorité significative. Puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de maintien d'actifs dans les actions qu'on va vous présenter ce soir. Donc, on vise notamment à s'adapter, à entretenir, s'adapter parce qu'il y a plein de conditions municipales qui changent, notamment en termes de climat, d'entretenir les infrastructures qu'on a, puis de remplacer celles qui sont en fin de vie. On veut aussi assurer la réalisation de notre plan climat 2023-2030. On a juste à voir dans l'actualité récente l'impact qu'ont eu certaines pluies très importantes cet été pour comprendre qu'on doit s'adapter notamment à des conditions météo de plus en plus extrêmes. Puis, le PTI est en continuité avec la réalisation de notre plan stratégique 2023-2028. Donc, vous y verrez certaines priorités qui ont déjà été préalablement présentées à la population. Donc, essentiellement, ce qu'on veut, c'est assurer les besoins reliés à un développement qu'on souhaite durable et maximiser l'obtention de subventions. Et de plus en plus, il y a aussi des financements provinciaux qui sont associés à l'adoption de PTI et de fiches de projet. Madame Sylvie Lapalme, directrice et trésorière du service des finances de la Ville, présente les différents investissements prévus au programme triennal d'immobilisation, appelé aussi PTI. Pour 2025 à 2027, on parle de 64,7 millions d'investissements. Plus de 92 % qui représentent 59,5 millions est prévu au niveau des infrastructures et des bâtiments. Bien sûr, plusieurs de ces projets là, sont conditionnels à l'obtention de subventions. Ici, cette diapo elle représente le 64 millions d'investissements répartis dans les 3 prochaines années. Donc, on parle de 18,5 millions d'investissements pour 2025, 29 millions pour 2026 et 17,2 millions pour 2027. Au niveau du 64 millions, on voit ici qu'il y a plusieurs modes de financement donc, sur les différents projets. Donc, à l'intérieur, dans les 3 prochaines années, on compte aller chercher par emprunt l'ensemble, soit 23 millions qui représentent 35 %. Au niveau des subventions, un gros montant également, 19 millions qui représentent près là, de 29,5 là, des investissements. Fait que vous voyez qu'on va chercher là, un peu différentes sources de financement. Ce qu'on peut voir ici à la prochaine diapositive avec des données plus financières. Donc, on voit que dans les différents modes, il y a la taxe foncière spéciale qui se trouve avec la taxe sur le pavage et la mobilité. Au montant du budget, c'est le budget qui est courant. Le surplus libre, on utilise le surplus libre. On utilise également des surplus et des fonds qui sont prévus à des fins spécifiques. Le fonds de roulement également, qui est de s'emprunter à soi-même. L'emprunt à l'ensemble. Ensuite, la dette aux riverains, au secteur ou encore du financement provenant de projets avec des promoteurs.
les différents programmes de subvention qu'on peut aller chercher. Et autre organisme, c'est quand on fait des projets avec d'autres municipalités et qu'on partage là, les coûts communs qui sont répartis entre les différentes municipalités. Monsieur Gaston Meyer, conseiller municipal et membre de la Commission des finances, poursuit la présentation du PTI avec les investissements par catégorie d'actifs, par mode de financement, les terrains, les infrastructures, les bâtiments, les parcs et espaces verts, ainsi que les équipements. Si on regarde plus spécifiquement pour l'année 2025, comme Mme Lapalme le mentionnait, le gros de l'enveloppe va encore aux investissements d'infrastructures qui vont représenter environ 77 %. Si on prend les trois premières catégories qui sont infrastructures, parcs et espaces verts et bâtiments, on est à près de 93 % d'investissement pour l'année 2025. C'est un gros PTI en termes d'investissement, quand on sait que dans les années passées, c'était souvent beaucoup plus bas, énormément même plus bas que ça. On était plus dans les alentours de 4-5 millions à ce moment-là. Si on regarde au niveau, au niveau des modes de financement, donc le 18 millions, là, principalement, ça va être via des emprunts à l'ensemble. La subvention devient la deuxième catégorie avec 4,2 millions et emprunt aux riverains à 3,8 millions. Et le reste des montants vont selon les différentes affectations et le fonds de roulement. Au niveau des terrains, la protection des milieux naturels, on ne se cachera pas, c'est un point important pour le Conseil. Donc, on remet encore un minimum de 50 000 $ par année et ou 15 % de l'excédent attribué à la réserve financière. Donc, pour les 3 prochaines années, il y a un investissement minimal de 150 000 $ qui va être fait. Au niveau des infrastructures en termes d'investissement, principalement, on va regarder la réfection annuelle des rues à l'intérieur de notre territoire, qui sont tributaires, effectivement, comme Mme Lapalme le mentionnait, des subventions comme la TEC, Primo et FIMO. L'abandon et la mise au niveau de postes de suppression ou encore la construction d'un nouveau bassin de rétention qui devient important. Un point majeur, c'est l'aménagement le long de la route 116 afin de favoriser les déplacements actifs. C'est un projet qui est en collaboration avec le MTQ et EXO. Et on continue les investissements annuels au niveau de la réfection des pontiaux, la réhabilitation des égouts sanitaires, des programmes de remplacement, d'ajout de bordures, pavage, mobilité active et aussi l'amélioration de la sécurité et des déplacements. Au niveau des bâtiments, on parle d'un investissement de 11,1 millions sur les 3 années. Principalement, pour l'année 2025, on parle grosso modo d'une enveloppe de 1,4 million pour l'aménagement de bâtiments, la protection des salles d'archives, qui est importante et qui est due, et aussi la démolition du bureau d'information touristique sur la rue Brunet. Au niveau des espaces verts, on parle d'un investissement de 3,2 millions pour les 3 prochaines années. Ça inclut, pour 2025, environ 1,5 million. Principalement, l'amélioration de sentiers pédestres, donc l'amélioration entre l'escalier et la passerelle de la chute, et un accès au piémont entre les rues des Fées et le chemin Rouillard. Au niveau des équipements, les principaux projets pour 2025 qui se situent dans l'ordre d'un petit peu moins de 1 million. Donc, programme de plan d'action pour les personnes à mobilité réduite, le budget participatif, qui est à sa 4e édition, excusez, merci. L'ameublement du pavillon Jordi-Bonnet, puis l'acquisition de balais électriques pour le nettoyage des rues. Au niveau des équipements informatiques, on parle d'environ 250 000 $ pour 2025. C'est principalement au niveau du maintien du parc informatique, les licences informatiques, les équipements en réseautique et les systèmes de surveillance et d'alarme. Après l'adoption du plan triennal, M. Gartin a laissé la parole aux citoyens qui désiraient avoir des informations supplémentaires. Une première question relative à l'acquisition de terrain
a reçu une réponse explicative pour préciser la nature de ses achats. Alors, de la façon qu'on l'a inscrit au PTI, là, la rubrique spécifique, c'est pour de la conservation, mais oui, la Ville fait des acquisitions de d'autres natures, notamment pour des fins de parc, parce qu'on se porte acquéreur de terrains qui nous sont cédés par des promoteurs, conformément à la loi, ou à d'autres moments donnés pour des aménagements d'infrastructures, que ce soit des espaces de stationnement incitatifs ou l'ouverture d'une rue dans un secteur qui est en redéveloppement quand on a besoin, dans le fond, de reconfigurer la circulation ou la trame de rue. Une question supplémentaire demandant des explications concernant les achats de terrain et leur utilisation au niveau des habitations abordables a reçu une réponse éclairante sur le sujet. Conformément à notre plan sur l'habitation et l'abordabilité, si vous vous référez au plan, vous voyez que, notamment, il y a des activités prévues qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de se porter acquéreur d'immeubles. On en a déjà dans notre parc immobilier, si vous voulez, des terrains qui sont possiblement voués à ça. Puis, il va y avoir de l'information spécifique. Donc là, ici, c'est encore des idées très générales. Puis, comme on l'a expliqué préalablement, bien, il va y avoir des annonces spécifiquement faites, notamment pour le logement abordable et autres, qui devraient suivre dans les mois à venir. Après la levée de l'Assemblée extraordinaire, M. Gartin annonce une pause, puis débute l'Assemblée ordinaire du Conseil de Ville par 4 petites annonces. Bienvenue à la séance ordinaire du 3 septembre 2024. Comme j'ai l'habitude de le faire, j'ai 4 petites annonces que j'aimerais partager avec vous avant de débuter officiellement la séance. La première, c'est la rentrée scolaire et la rentrée culturelle. Donc, bonne rentrée à tous les étudiants qui sont de retour à l'école et à tous les parents aussi qui les accompagnent dans cette démarche-là. Nous, à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, on est aussi très fiers de notre rentrée culturelle. Donc, pendant que les parents faisaient la liste des effets scolaires, nous, on faisait la liste de notre programmation culturelle pour cet automne. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Alors, rapidement, je vous donne juste un bref aperçu. J'espère qu'en fin de semaine, vous avez eu, d'un point de vue culturel et artistique, j'espère que vous avez eu la chance d'aller visiter l'exposition Couple d'artistes qu'il y avait au Manoir. Mais on a encore notre exposition dans le corridor à l'Hôtel de Ville. Il y a une programmation qui est riche, qui est offerte par nos institutions muséales. À grande échelle, on a aussi une murale qui va bientôt être dévoilée, qui est en voie d'être complétée à l'École Osias-le-Duc pour souligner son 50e anniversaire. De manière participative, bien, il y a les Journées de la culture, la Route des arts à la Maison Paul-Émile Bordua. Dans une perspective patrimoniale, il y aura bientôt d'autres panneaux historiques qui seront dévoilés. D'un point de vue musical, il y a des prestations instrumentales dans le cadre de la Semaine des aînés. D'un point de vue littéraire, il y a les programmes Lettres attachées, le programme Lettres attachées à la bibliothèque. Et si vous vous intéressez aux sciences naturelles et à l'art nocturne, bien, il y aura Création sur le champ qui va avoir un volet nocturne cette année. Deuxième nouvelle, bien, je tiens à souligner et féliciter le Musée des Beaux-Arts pour son agrément. Donc, le 6 août dernier, le musée annonçait l'obtention du statut d'institution muséale agréée. Cet agrément du ministère de la Culture démontre leur engagement envers l'excellence et la préservation de notre patrimoine culturel. Ce type de reconnaissance nécessite beaucoup de travail puisque le ministère établit de nombreux critères bien précis auxquels les organismes doivent répondre et se conformer. Félicitations à Mme Jacques, présidente du conseil d'administration, à Mme Letourneau, directrice générale, ainsi qu'à toute l'équipe pour cette belle réalisation. Troisièmement, j'aimerais revenir sur le décès de M. Gilbert. Durant l'été et lors de notre retour au mois d'août, on n'a peut-être pas souligné suffisamment, en fait, la grande contribution de M. Gilbert, qui est malheureusement décédé le 2 juillet dernier à l'âge de 83 ans. Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Gilbert a été conseiller municipal entre 1975 et 1991 et a été maire de Mont-Saint-Hilaire entre 2003 et 2013. On lui doit plusieurs réalisations, notamment la création du comité consultatif de mise en valeur du Vieux-Village, l'acquisition de l'école Sacré-Cœur, un héritage important pour le patrimoine et la culture, mais aussi pour l'environnement. En fait, nous sommes connus, M. Gilbert et moi, dans un contexte plus environnemental, puisqu'il a été précurseur en matière d'acquisition de terrain pour des fins de protection, notamment l'acquisition de terrain sur le flanc sud-ouest de la montagne pour préserver le Piémont. 20 ans plus tard, nous poursuivons ce désir de protéger la biodiversité.
Et vous verrez ce soir qu'à l'ordre du jour, il y aura question de renouvellement d'entente et de servitude en lien avec les réalisations de notre plan climat. J'ose croire qu'on poursuit l'œuvre de M. Gilbert. Dernière annonce avant de commencer. Donc, c'est l'annonce d'un financement de plus de 11 millions de dollars qui a été fait par le gouvernement fédéral pour la protection de l'environnement. Qui a été fait par le ministre fédéral de la protection de l'environnement. Cette annonce-là vise, 4 régions de biosphère, dont celle du Mont-Saint-Hilaire. Donc, le 22 août dernier, on a fièrement accueilli le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, M. Stephen Guilbeault, qui annonçait ce financement bien particulier. On a pu, lors de cette conférence de presse, notamment souligner tous les efforts déployés par la Ville pour soutenir la transition socio-écologique et notamment, cette contribution a été reconnue par certains de nos partenaires, notamment Connexion Nature. Le projet financé par le gouvernement fédéral mettra l'accent sur la préservation de l'environnement, mais aussi sur la valorisation du patrimoine de la nation abénaquise. Donc, on est heureux qu'on puisse renforcer des liens déjà établis entre la ville de Mont-Saint-Hilaire et la nation abénaquie d'Odanak. Et on pourra maintenant bénéficier de l'aide de Connexion Nature pour le faire. Après la proposition d'ouverture de la séance du Conseil faite par M. Morin, le point numéro 6 portant sur le BAP générique et sur la filière éolienne fait l'objet d'une proposition par Mme Mélodie Georget. Alors, considérant que pour limiter la hausse des températures mondiales à moins de 1,5 degré, les émissions globales de CO2 doivent diminuer de 45 % d'ici 2030 par rapport à 2010 et atteindre la neutralité en 2050, considérant que l'atteinte de la neutralité carbone nécessite une augmentation sans précédent de l'énergie renouvelable et un énorme déclin de la consommation d'énergie fossile, considérant que le Québec s'est doté comme cible de réduire ses émissions de 37,5 % d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité en 2050, considérant que le nouveau plan d'Hydro-Québec prévoit une augmentation de la production d'énergie renouvelable de 150 à 200 TWh, dont 75 % servirait à la décarbonation des bâtiments, transports et industries. Considérant les nombreux projets éoliens sur le territoire agricole et habité du Québec, considérant que la Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, a autorisé à ce jour 99 % des demandes de dérogation pour l'installation d'éoliennes en milieu agricole, considérant qu'un BAP générique permettrait de clarifier les impacts cumulatifs des projets d'éoliennes sur la biodiversité, les écosystèmes et potentiellement d'identifier des moyens de limiter ces impacts, considérant les préoccupations de ce Conseil pour l'atteinte des cibles de réduction des gaz à effet de serre, l'avenir des terres agricoles, préservation de la biodiversité, des milieux naturels et de la qualité de vie des citoyens, considérant que de nombreuses audiences du Bureau d'audience publique sur l'environnement ont lieu au Québec au sujet de nombreux projets éoliens, mais qu'aucune analyse d'ensemble n'a été faite à ce jour, considérant le désir de ce Conseil pour que les enjeux entourant le développement éolien en milieu habité agricole soient éclairés par le biais d'un BAP générique. Je propose que la Ville de Saint-Hilaire réitère son appui aux objectifs de décarbonation du gouvernement du Québec et reconnaisse la nécessité d'augmenter notre production d'énergie renouvelable, améliorer l'efficacité énergétique et modifier nos habitudes de consommation pour atteindre ces objectifs, que ce Conseil prenne position en faveur d'un BAP sur la filière éolienne et demande au ministre de l'Environnement, Lutte et Changement climatique, de la Faune et des Parcs, M. Benoît Charette, de se prévaloir du pouvoir qui lui est confié en vertu de l'article 6.3 de la LQE et de donner le mandat d'un BAP générique sur la filière éolienne au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Un citoyen souhaite avoir des informations concernant le point numéro 18, à savoir le règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de modifier les limites de zone C18, H123 et H124. Il demande si cela peut avoir un effet sur le nombre de terrains où on peut retrouver des habitations de 3 ou 4 étages et de 6 à 4 logements. En fait, ça a juste comme objet de modifier les limites des zones en fonction de la topographie des lieux. Non, on ne change pas les typologies de logements ou rien, c'est juste qu'on s'adapte. Les limites sont adaptées à la topographie, donc il y a des talus ou autres, puis plutôt que d'avoir des lignes qui font fi de la topographie. Okay, Suite aux réponses du maire, l'avis de motion du point 18 est lu par le conseiller Marcel Leboeuf. Alors, je, Marcel Leboeuf, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement amendant le règlement de zonage
numéro 1235, afin de modifier les limites des zones C18, H123 et H124. Puis, M. Guertin annonce que le Conseil peut passer à l'adoption du premier règlement. Alors, je propose que le premier projet de règlement numéro 1235-30, intitulé « Règlement amendant le règlement de zonage numéro 1235 afin de modifier les limites des zones C18, H123 et H124 », soit et est adopté par ce Conseil, que l'Assemblée publique de consultation requise en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme soit fixée selon les normes établies à cette loi et conformément au règlement numéro 1311 de la Ville de Mont-Saint-Hilaire relatif à la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires municipaux. Avant l'adoption du contrat de location de patinoire au complexe sportif pour la saison 2024-2025, M. Guertin demande à Daniel-Éric Saint-Onge un complément d'information. Oui, j'ai obtenu un peu l'information de mes collègues. Donc, c'est vraiment 160 le coût net à la Ville parce qu'il y a un montant de la subvention qui est payé par les utilisateurs payeurs. Donc, on parle d'un coût net de 178 000 $ pour la saison 2024-2025, bien pour 30 semaines. Et comme la Ville n'est pas propriétaire de la bâtisse, la Ville n'a aucun frais d'opération et d'entretien pour la bâtisse. Et on sait qu'une aréna, c'est très dispendieux pour les municipalités comme infrastructure partout au Québec. Et la Ville a un amphithéâtre pour une durée de 50 ans avec le groupe. Et tous les citoyens ont aussi accès sur les heures de patinage libre, là, plusieurs fois là, durant l'année aussi avec tout ça. M. Leboeuf présente le contrat avec Complexe sportif pour la saison qui vient. Alors, je propose que ce Conseil approuve le contrat à intervenir avec la société de gestion CRL Inc. concernant la location des patinoires 1 et 2 au complexe sportif Sport-Seine pour la saison 2024-2025 pour un total de 840 heures et 33 au tarif de 313 $ l'heure, incluant les taxes pour les activités suivantes: hockey, patinage artistique, patinage libre et ringuette. Que les frais de location pour les mois de septembre à décembre 2024 décrits au bon de commande LO 24-21 au montant de 148 875,85 $, incluant les taxes, soient payables à même le poste budgétaire 02-734-00-515 et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que le versement des sommes décrites ci-haut est conditionnel au respect des règles de fonctionnement pour l'octroi des subventions municipales et que Mme Élisabeth Quentin, directrice du service du loisir et de la culture, soit et est autorisée à signer le dit contrat. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Pendant la deuxième période de questions, une citoyenne demande s'il est possible d'avoir moins de bruit pendant les fins de semaine et comment interdire les feux extérieurs qui polluent l'atmosphère. M. Guertin réagit aux commentaires. Vous savez qu'on a un règlement sur les nuisances, donc on encadre certaines pratiques notamment. Est-ce qu'on pourrait être plus sévère? Probablement. Toutefois, on reçoit des commentaires qui vont dans les deux sens, des gens qui veulent pouvoir librement jouir de leur propriété à l'intérieur d'un certain paramètre, puis d'autres personnes qui nous demandent d'encadrer ça plus sévèrement. À l'égard des feux de feuilles, je tiens juste à vous rappeler qu'ils ne sont pas permis à Mont-Saint-Hilaire, d'accord? On a le droit de faire un feu d'ambiance avec une protection contre les tisons et ainsi de suite. Donc, mais il y a une différence entre ça et brûler des feuilles. Les feuilles doivent aller dans la collecte des résidus verts qu'on a là, toutes les 2 ou 3 semaines parce que c'est la meilleure façon d'en disposer. C'est une ressource qui est importante puis elle peut être valorisée d'une façon plus efficiente d'un point de vue écologique en les valorisant comme ça. M. Guertin énumère les nombreuses activités et inaugurations pendant la saison automnale à venir. Quelques suggestions pour clore le Conseil. Donc, en fait, j'ai quelques activités à vous suggérer pour entamer la saison estivale en beauté. La première de ces activités, c'est une levée de fonds pour le Musée des Beaux-Arts. J'aurai le privilège de présider une activité le 15 septembre prochain qui se déroulera entre 15h et 18h30. Donc, c'est une mise en lecture du refus global qui aura lieu à la salle Jordi-Bonnet, mais en fait ici, et un encan silencieux. Donc, si vous avez à cœur la mission du Musée des Beaux-Arts et vous voulez aider le musée à réaliser certains de ses projets, je vous encourage fortement à participer à cette activité.
Reconnaissance citoyenne, donc vous avez jusqu'au 20 septembre prochain pour déposer des candidatures d'une personne ayant contribué au rayonnement et à la notoriété de la ville. Donc les lauréats et lauréates seront invités à venir signer le livre d'or ici lors d'une séance du Conseil. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui a des réalisations significatives à son actif, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet pour soumettre sa candidature. Concernant le budget participatif, c'est une invitation à voter maintenant au budget participatif jusqu'au 27 septembre. Il y a 4 projets en lice, l'illumination d'un passage vers la gare, la création d'une ludothèque, une station d'exercice en plein air, puis un parcours naturel de la montagne qui sont, dans le fond, parmi les projets pour lesquels vous pourrez voter. Donc, il y a 2 façons de voter. Une en ligne ou sur un bulletin papier que vous pouvez trouver ici juste à la sortie du pavillon. Donc, si vous n'avez pas encore voté pour le budget participatif, je vous encourage fortement à le faire. Vous pouvez voter comme ça sur des bulletins papier dans tous les lieux publics de la ville, l'hôtel de ville ou encore la bibliothèque. Finalement, je vous invite à rester à l'affût parce qu'il y a plusieurs inaugurations à venir dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. 3 projets qui ont été finalisés et qui sont issus de nos premières itérations du budget participatif. Il y aura l'inauguration de la murale à l'école Osias-le-Duc, l'inauguration du muret Saint-Charles et de panneaux historiques dans le Vieux-Village, l'inscription à la programmation aquatique dès aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, il y a aussi une inscription pour la programmation des loisirs de manière générale dès le 10 septembre. Il y aura aussi les Journées de la culture, la Route des arts. Donc, vraiment, restez à l'affût, plein d'activités qui vous sont offertes et plein d'événements qui méritent d'être soulignés. Et le Conseil s'est terminé par une mise au point de M. Daniel-Éric Saint-Onge, confirmant qu'il n'y a pas de demande de subvention concernant l'École Sacré-Cœur qui aurait été déposée au ministère par la municipalité, contrairement aux propos tenus par un citoyen pendant la période de questions. Par la suite, M. Gaston Meilleur propose la levée de la séance du Conseil à 20h35. Sur ce, si vous souhaitez revoir l'intégralité du Conseil de ville du 3 septembre dernier, vous pouvez contacter l'adresse figurant au bas de cet écran. Au plaisir de vous revoir le mois prochain.